Alors, bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Si vous n'avez pas eu le temps de vous mettre à jour sur les dernières nouvelles locales, ne vous en faites pas, parce que TVM1 est là. Je m'appelle Eric Morrison et voici votre compte-rendu de toutes les nouvelles pertinentes dans la région du Val-Saint-François, ainsi qu'Actonville, la Montérégie et le centre du Québec, tels que rapportés par les médias Le Val-Ouest et Radio Acton. Donc, allons de l'avant pour la toute dernière émission de l'essentiel de l'année 2025. Et restez avec nous à la toute fin pour un petit message spécial. Et maintenant pour les nouvelles du Val-Ouest. 8 autrices ont vécu récemment une résidence littéraire au studio B12 à Valcourt, dans le cadre d'un projet porté par l'organisme REDA. Ce séjour leur a offert un rare espace de création sans contrainte du quotidien pour faire avancer des projets d'écriture déjà très bien établis. Encadrée par l'auteure Véronique Marcotte, la résidence mise sur le silence et la communauté pour stimuler la créativité. Les participantes soulignent des avancées majeures en quelques jours seulement. Offertes avec bourse, les résidences du REDA visent à soutenir concrètement la pratique artistique tout en favorisant les échanges entre créateurs et créatrices. Le Conseil de la culture de l'Estrie a dévoilé le 8 décembre au Cégep de Sherbrooke les lauréats 2025 de ses prix d'excellence en art et en culture. Nathalie Bossé reçoit le prix Relève pour son travail en slam et en musique, tandis que l'organisme Côté Scène est récompensé pour le développement culturel grâce à l'ouverture du Grand Espace. L'artiste visuel Anne Bolduc obtient le prix Art Plus Environnement pour sa démarche éco-responsable et le chorégraphe Nicolas Zemmour est nommé artiste de l'année en Estrie par le CALQ. Cette remise souligne la vitalité, l'innovation et l'engagement du milieu culturel estrien. À l'approche des fêtes, la Fondation AGES lance la formation gratuite Sentinelle en gériatrie sociale, un outil en ligne destiné à aider la population à repérer les signes de déclin chez les aînés. Accessible sur agirpourbienvieillir.com, cette formation permet d'apprendre à distinguer le vieillissement normal de signaux plus préoccupants, comme des troubles de la mémoire, une fatigue inhabituelle ou une perte d'autonomie. Cette formation est déjà suivie présentement par environ 8000 personnes et l'objectif est de transformer l'inquiétude des proches en actions concrètes pour soutenir l'autonomie des aînés, dans un contexte où les 65 ans et plus représenteront bientôt le quart de la population québécoise. Malgré les alertes de défaillance émises à l'interne depuis le début de décembre, Hydro-Québec assure qu'il n'y a aucun risque réel de pénurie d'électricité. Le froid hâtif de l'hiver a fait grimper la demande bien au-delà des moyennes saisonnières, atteignant plus de 39 000 MW, comparativement à environ 30 000 MW habituellement à cette période. Des travaux de maintenance en cours jusqu'à la mi-décembre réduisent aussi temporairement la capacité de production. Toutefois, la Société d'État précise que la situation demeure sous contrôle et que ces alertes sont des outils de gestion interne. Hydro-Québec invite néanmoins la population à consommer l'électricité de façon responsable, notamment par le chauffage, principal facteur de la hausse actuelle. Et le 12 décembre dernier, le regroupement Brasseurs des cantons a invité la population à soutenir l'achat local dans le cadre de l'événement Le 12 du 12, j'achète une 12. L'initiative a mis en valeur 27 microbrasseries des cantons de l'Est, offrant près de 500 produits artisanaux inspirés du terroir régional. Le mouvement a aussi rappelé une iniquité persistante, alors que les microbrasseries, eux, ne peuvent toujours pas vendre leurs produits dans les marchés publics, contrairement à d'autres producteurs d'alcool. Pour souligner l'événement, un concours bonifié permettait de gagner 2 caisses de 12 bières 100% estriennes via la page Facebook des Brasseurs des cantons. Et à partir de mars 2026, les organismes d'aide alimentaire devront saisir mensuellement des données sur leur clientèle dans la plateforme GoToCan. En Estrie, cette obligation soulève de fortes inquiétudes. Les gestionnaires dénoncent une surcharge de travail, un manque de ressources et des enjeux de confidentialité, créant une rupture du lien de confiance avec les usagers. Plusieurs jugent la démarche imposée est mal adaptée à leur réalité. De son côté, Moisson Estrie assure que les données peuvent rester anonymes et promet un accompagnement technique. Banque alimentaire du Québec soutient que l'outil permettra une meilleure répartition des ressources.
Et dans un contexte économique plus incertain, le Grand Prix Skidoo de Valcourt ajuste sa gestion financière pour assurer la pérennité de l'événement. Malgré la perte de 2 commanditaires et une vente de billets plus lente, l'organisation mise sur le contrôle des dépenses et des réaménagements sur le site. Le budget publicitaire a été revu à la baisse, tandis que des démarches sont en cours pour bonifier les subventions gouvernementales. Fort de sa réputation et d'une édition 2026 prometteuse, l'événement accueillera encore un plateau relevé de compétiteurs du 13 au 15 février. La guignonnée des médias a une fois de plus démontré la grande solidarité des communautés de l'Estrie et du centre du Québec. Jeudi dernier, plus de 700 bénévoles se sont mobilisés à 58 points de collecte afin de soutenir 22 organismes locaux. Malgré la hausse du coût de la vie, la population a répondu présente. La collecte de rue a permis d'amasser 253 045 $, une hausse de plus de 4 comparativement à l'an dernier. La campagne se poursuit jusqu'au 31 décembre et il est toujours possible de donner en ligne, par texto ou chez certains partenaires. Et pour une histoire un peu inusitée, un appel lancé sur un groupe Facebook a permis le sauvetage in extremis d'une bernache blessée au club de golf de Valcourt. Alertée par des citoyens, la technicienne en santé animale Vicky Chabot a coordonné une opération improvisée, aidée de bénévoles pour capturer l'oiseau malgré le froid et un lac partiellement gelé. Atteinte à l'aile possiblement par un tir, la bernache a été confiée au refuge Lobadanaki à Saint-Étienne-de-Bolton. Bien qu'elle ne puisse plus voler, l'animal est désormais en sécurité et reçoit les soins nécessaires. Et l'école secondaire de l'Odyssée à Valcourt a tenu une activité de troc visant à réduire la surconsommation durant le temps des fêtes. Les élèves et membres du personnel ont échangé des objets inutilisés, une initiative intégrée au programme carboneutre de l'établissement. Selon l'école, l'activité a permis d'éviter l'émission d'environ 212 kg de gaz à effet de serre et d'économiser environ 719 kW d'énergie, soit l'équivalent de près de 2000 km parcourus en voiture électrique. L'Odyssée souhaite ainsi sensibiliser concrètement les jeunes à l'impact environnemental de leur choix et d'encourager l'engagement citoyen. Et la MRC du Val-Saint-François devient la première au Québec à se doter d'un guide d'intégration des énergies renouvelables. Cet outil vise à encadrer les projets d'envergure, comme l'éolien ou le solaire, dans un contexte où Hydro-Québec multiplie les appels d'offres. Le guide mise sur l'acceptabilité sociale, la transparence et le respect du milieu, notamment des zones agricoles. Non contraignant, il servira de référence pour évaluer et planifier les projets. Déjà plusieurs entreprises approchent des citoyens, alors qu'un appel d'offres éolien est prévu au printemps 2026. Les producteurs et les productrices acéricoles de l'Estrie ont remis, à l'approche des fêtes, du sirop d'érable à des organismes d'aide alimentaire de la région pour une valeur d'environ 3 500 $. Ces gestes visent à soutenir les familles dans le besoin et à partager une partie de la récolte locale durant cette période festive. En parallèle, plus de 20 000 bouteilles de sirop, évaluées à environ 75 000 $, ont été offertes aux banques alimentaires du Québec et seront redistribuées dans plusieurs régions. Les producteurs acéricoles rappellent qu'ils s'engagent chaque année à redonner à la communauté et à faire rayonner les produits d'érable partout au Québec. Et la MRC du Val-Saint-François a réalisé à l'automne des travaux de réfection sur le sentier de la Vallée, situé à Cleveland, pour un investissement total d'environ 97 700 $. Le projet comprend notamment le remplacement d'un ponceau dont l'état s'était fortement détérioré afin d'assurer une circulation sécuritaire. Une aide financière de 49 500 $ provient du gouvernement du Québec avec l'appui du ministère des Affaires municipales, du Sentier transcanadien et du club de motoneige Alléganiche-Boisfranc. Utilisé l'été par les piétons et les cyclistes et l'hiver par les motoneigistes, le sentier relie Richmond à Danville. La réouverture du réseau cyclable est prévue pour le 15 mai 2026. La municipalité de Saint-François-Xavier de Brompton a remis un total de 4 220 $ et 50 sous à 2 citoyennes lors de la dernière édition du souper bière et saucisses, tenu le 18 octobre passé. Les profits ont été partagés également entre Laura Côté-Collin,
athlète internationale en volleyball de plage, et Julie Dubois, à l'origine d'une enquête de santé publique sur la SLA. Les fonds permettront notamment de soutenir un camp d'entraînement en vue des Jeux olympiques de Los Angeles et de contribuer à l'association de la SLA. Depuis 3 ans, l'événement a permis de remettre environ 10 000 $ à la communauté. Et mis sur pause à l'automne 2024 en raison de dépassements budgétaires et de changements artistiques, le film Villeneuve, l'ascension d'une légende, est désormais sur la bonne voie. La production a repris le 31 octobre dernier, après une interruption de 13 mois, grâce à de nouvelles ententes financières avec Entraque Film. Tourné en partie en Estrie, notamment à Maricourt, le long-métrage retrace les débuts du pilote Gilles Villeneuve. Doté maintenant d'un budget estimé à 15,8 millions de $, le film met en vedette Rémi Goulet et Rosalie Bonenfant et prendra finalement l'affiche à l'été 2026. Le chercheur Reza Sharif Neini, directeur du Centre de recherche de la douleur de l'Université McGill, est à l'origine d'une crème capable de neutraliser efficacement la douleur causée par les piqûres de poissons-lions, de méduses et d'insectes courants. Issue de plusieurs années de recherche scientifique, cette innovation repose sur une molécule extraite de la rhubarbe, croyez-le ou non. Commercialisé par son entreprise Stingmaster, le produit est déjà approuvé aux États-Unis et vise maintenant l'homologation au Canada. Pour le scientifique, l'objectif demeure clair, rendre les découvertes accessibles et utiles à la population, bien au-delà des laboratoires. La ministre responsable du sport, du loisir et du plein air, Isabelle Charret, annonce l'ouverture d'un deuxième appel de projet du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, à compter du 23 février 2026. Une enveloppe de 300 millions de dollars est prévue pour soutenir des projets partout au Québec. Le programme s'adresse notamment aux municipalités, organismes et établissements scolaires avec une aide pouvant atteindre jusqu'à 66 % des coûts admissibles. L'objectif est d'améliorer l'accès à des installations modernes, sécuritaires et favorisant un mode de vie actif dans les communautés. Et maintenant, pour une nouvelle très importante, Père Noël Portable lance une nouveauté mondiale pour sa 18e saison. Une conversation en direct interactive avec nul autre que le Père Noël. Grâce à l'intelligence artificielle et à la reconnaissance vocale, les enfants peuvent désormais parler en temps réel avec le Père Noël, partager leurs souhaits et recevoir des réponses personnalisées dans une expérience sécurisée et familiale. L'application propose aussi de nouveaux comptes audio, des appels à sujets personnalisés et plusieurs nouvelles vidéos. Avec plus de 25 millions de téléchargements, Père Noël Portable demeure une référence mondiale et continue à redonner en soutenant des hôpitaux pour enfants, dont l'hôpital de Sainte-Justine. Et maintenant pour les sports et événements. Le Desjardins Wild de Windsor tiendra son traditionnel match des toutous ce vendredi à 20h30 au centre J.A. Lemay, alors que le Saureau de Lac-Mégantic sera en visite. Ce duel est crucial puisque les deux équipes se disputent le premier rang du classement de la Ligue régionale de hockey. En plus de l'action sur la glace, les partisans sont invités à apporter des toutous et des denrées alimentaires. Les peluches seront remises à la maison de la famille Les Arbrisseaux, tandis que les dons alimentaires iront au Centre d'action bénévole de Windsor. Cette émission ne serait pas possible sans la précieuse collaboration de Cooptel. Cooptel vous offre une vaste gamme de forfaits pour la télévision, la téléphonie et l'Internet, convenant à tous les types d'utilisateurs et à tous les budgets. Et Leval-Ouest, le premier média web indépendant, local et régional au service des citoyens de la MRC du Val-Saint-François. Et enfin, Radio Acton, une radio par et pour les gens d'ici qui contribue au rayonnement et à la vitalité de notre région en misant sur ses forces. Et maintenant pour les nouvelles de Radio Acton. L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec dresse un bilan positif de ses portes ouvertes tenues le 15 et 29 novembre. Au total, environ 672 personnes ont visité les deux campus de l'ITAC. Les participants ont pu découvrir les programmes de formation, les infrastructures, la vie étudiante, ainsi que rencontrer des membres du personnel enseignant. Devant l'intérêt marqué du public, l'ITAC annonce déjà une séance supplémentaire de portes ouvertes au campus de Saint-Hyacinthe. Elle se tiendra le 22 janvier 2026, le 18 à 20h.
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire dès maintenant sur le site écoute-ta-voix.ca. Un accident impliquant un seul véhicule est survenu dans la nuit du 9 décembre à Durham-Sud. Selon la Sûreté du Québec, le conducteur aurait omis de respecter un arrêt obligatoire à l'intersection de la rue Église et du 12e rang. Le véhicule a ensuite quitté la chaussée et a terminé sa course une dizaine de mètres plus loin. Les paramédics et les policiers et les pompiers sont intervenus pour sécuriser les lieux. Le conducteur a subi des blessures mineures et sa vie n'est pas en danger, confirme la Sécurité du Québec. Une femme est décédée mercredi matin à Saint-Hyacinthe après une intervention de la Sûreté du Québec. Selon le Bureau des enquêtes indépendantes, les policiers ont été appelés vers 7h20 sur l'avenue Lucier pour une femme en crise dans son logement. À leur arrivée, elle se serait dirigée vers eux brandissant une arme blanche. Les agents auraient d'abord tenté d'utiliser une arme à impulsion électrique avant de faire feu. La femme a été transportée à l'hôpital où son décès a été constaté. 5 enquêteurs du BEI analysent maintenant les circonstances de l'intervention. Le centre de bénévolat d'Actonville sera fermé pour sa pause hivernale du 19 décembre 2025 au 5 janvier 2026. Pendant cette période de 2 semaines, le CLSC de la MRC d'Acton assurera les services de dépannage pour les usagers. Le CLSC sera joignable au 450-546-2572 au poste 0, en semaine de 8h à 20h, ainsi que la fin de semaine de 8h à midi et de 13h à 16h, à l'exception des jours fériés. Les intervenants pourront remettre des cartes prépayées IGA et Économarché selon les barèmes établis par le CBAV. Et le lockout chez Beaulieu Canada est officiellement chose du passé. Réunis en Assemblée générale, les employés ont accepté à 83 % la recommandation du médiateur en chef visant à mettre fin au conflit de travail en cours depuis le 15 octobre 2024. Après plus de 35 rencontres de négociation, une entente est aussi intervenue sur le protocole de retour au travail, réglant les enjeux liés à l'article 109 du Code du travail. L'audience prévue en février devant le tribunal administratif du travail est annulée. La SADC Saint-Hyacinthe-Acton tenait le 9 décembre dernier son traditionnel cocktail 5 à 7 des Fêtes des Jardins au club de golf d'Actonville. L'événement, très attendu en milieu d'affaires, a permis aux entrepreneurs de la région de se rencontrer et d'échanger dans une ambiance conviviale. Au total, 17 entreprises agroalimentaires ont été mises en valeur, en plus de 4 producteurs de boissons alcoolisées venus faire découvrir leurs produits. Environ une centaine de personnes ont pris part à la soirée, qualifiée de franc succès par la SADC et Desjardins. La Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins confirme que le calendrier des collectes 2026 est maintenant disponible pour les citoyens. La version papier sera distribuée par l'entremise des journaux locaux au cours de la semaine du 15 décembre, tandis que la version numérique peut être consultée en ligne sur le site de la Régie. Par ailleurs, des ajustements sont prévus durant la période des fêtes. Les collectes prévues les jeudis 25 décembre 2025 et 1er janvier 2026 seront reportées aux jours ouvrables suivants, soit les 26 décembre et 2 janvier. Les citoyens sont invités à adapter la sortie de leur bac en conséquence. La municipalité de Wickham est à la recherche de 2 citoyens ou citoyennes pour siéger au comité consultatif sur l'urbanisme. Le mandat est d'une durée de 2 ans et se terminera en décembre 2027. Les personnes intéressées à s'impliquer sont invitées à communiquer avec la direction générale de la municipalité par courriel à dg@wickham.ca. La MRC des Mascoutins, la Fondation Agria et leurs partenaires ont remis un total de 10 000 $ à 2 entreprises de la relève agricole. Cédric Bousquet de Cabri Génétique International à Saint-Damas reçoit une bourse pour l'achat d'un nouveau système de traite afin d'augmenter la productivité de son entreprise. Et de son côté, Marlène Savoie de la Petite Ferme Savoie à Sainte-Hélène-de-Bagotte pourra acquérir un chariot élévateur en serre, améliorant l'efficacité et les conditions de travail. La prochaine édition de cette bourse agricole est prévue pour 2026. L'Union des producteurs agricoles de la Montérégie se dit préoccupée par le nouvel appel d'offres éolien d'Hydro-Québec
et par la mise à jour des capacités du réseau électrique pour la période 2031 à 2035. Selon l'UPA, la Montérégie est la région la plus ciblée pour le développement de projets éoliens, ce qui pourrait entraîner l'implantation d'infrastructures sur des terres agricoles à haut potentiel. L'organisation estime qu'il est inacceptable de sacrifier ces terres stratégiques pour la production électrique. Elle salue l'intervention de la CPTAQ qui a déjà soulevé des réserves et poursuivra son analyse du projet dans les prochains mois. La Sûreté du Québec met en garde une fois de plus la population contre une recrudescence de fraude par message texte observée dans les derniers jours. Les fraudeurs envoient des SMS affirmant que la victime doit payer rapidement de prétendues contraventions impayées, comme un excès de vitesse. Un lien est inclus afin de créer un sentiment d'urgence et d'inciter un paiement immédiat. La SQ rappelle de ne jamais cliquer sur ces liens ni répondre aux messages. Les citoyens sont invités à signaler ces textos au Centre antifraude du Canada et à leur fournisseur téléphonique en transférant le message au 7726. La vigilance demeure essentielle. Centraide Richelieu-Yamaska souligne la contribution marquée de 2 organisations de la région dans le cadre de ses campagnes en milieu de travail. Le Bureau industriel Alliance à Saint-Hyacinthe a amassé 5 000 $, tandis que le Cégep de Saint-Hyacinthe a versé une contribution de 1 910 $. Dans une publication diffusée sur Facebook, Centraide a tenu à remercier les équipes mobilisées, rappelant que cet engagement collectif permet de soutenir concrètement les personnes en situation de vulnérabilité dans la région. Ces dons contribueront directement au financement des organismes communautaires appuyés par Centraide Richelieu-Yamaska. La ville d'Actonville a présenté son budget 2026, marqué par une baisse importante de la taxe foncière afin d'atténuer l'impact de la hausse des évaluations municipales. La taxe est réduite de 24,3 % pour contrer une augmentation moyenne d'environ 35 % de la valeur des propriétés sur le territoire. Sans cet ajustement, la Ville estime que le fardeau fiscal des citoyens aurait fortement augmenté. Malgré cette diminution, le budget prévoit tout de même une hausse de 1,52 % des dépenses consacrées aux services essentiels. Des travaux municipaux importants sont également prévus au cours de la prochaine année. La Ville de Saint-Hyacinthe a remis un montant incroyable de 33 900 $ à Centraide Richelieu-Yamaska à l'issue de sa campagne philanthropique 2025. Cette initiative a été marquée par une participation record, alors que 78 % des élus et employés municipaux ont pris part à la collecte. Le conseil municipal a affiché un taux de participation de 100 %, tout comme 6 équipes de travail de l'Hôtel de Ville. La Ville a également tenu à souligner l'engagement de 25 ambassadeurs qui ont contribué à mobiliser les équipes internes tout au long de la campagne, permettant de soutenir les organismes communautaires de la région. Le Carrefour Jeunesse Emploi du comté de Johnson a dévoilé les gagnants de l'édition 2025 de son concours Vocation en or. Dans la catégorie de 14 à 25 ans, Kellyanne Godbout a remporté le premier prix pour son œuvre Le cri muet de la lumière. Briésis Bonsaint a reçu la mention d'honneur du jury, tandis qu'Alix Laplante a obtenu le coup de cœur du public. Du côté des 25 ans et plus, Stéphanie Guévin s'est distinguée avec l'œuvre Sagesse. Gaël Dupont-Langevin a obtenu la mention d'honneur du jury et Karine Drolet a remporté le coup de cœur du public. Le concours vise à soutenir et à valoriser la création artistique locale. Et maintenant pour les sports et événements. Les voltigeurs de Drummondville ont vu leur séquence positive freinée dimanche, s'inclinant 6-2 face aux Saguenayens de Chicoutimi. Les voltigeurs ont aussi laissé passer le bateau en avantage numérique avec un résultat de 0-8. Malgré cette défaite, la troupe de Sylvain Favreau est seulement à quelques points du premier rang dans l'Ouest. Et pour finir sur une belle note positive, le gardien de 17 ans, Yann Laris, a obtenu le titre du joueur d'impact de la première moitié de saison dans l'organisation. Le portier d'origine tchèque a démarré sa carrière avec une fiche de 12-4-0 et 2,75 de moyenne de buts alloués, 0,910 de pourcentage d'arrêt et un blanchissage.
Laris avait aussi obtenu récemment le titre d'espoir de la semaine dans la LHJMQ la semaine dernière. Les voltigeurs reprendront l'action aujourd'hui et jeudi avant la pause des fêtes. Le bataillon de Saint-Hyacinthe s'est rapproché du premier rang grâce à une victoire de 6-3 contre le Cool FM de Saint-Georges. Vendredi dernier, les hommes de Dominique Lapensée ont pris les devants tôt avec 3 buts rapides, imposant le ton dès le début. Guillaume Gauthier et Louis-Philippe Denis ont chacun inscrit un doublé, tandis que Zachary Boutier a été solide devant le filet avec 34 arrêts. À 2 points des pétroliers de Laval, le bataillon affiche toutefois le meilleur pourcentage de victoire du circuit à 0,688 avec 2 matchs en main sur la formation lavalloise. L'équipe sera de retour à domicile ce vendredi face au Marquis de Jonquière à 20h au stade LP Gaucher. Et le Grand Prix Skidoo de Valcourt a confirmé la présence de 2 pilotes de haut niveau dans la catégorie pro du championnat Snowcross Amsoil. Daniel Benham, d'origine du Minnesota, sera en piste au guidon d'un Arctic Cat pour l'équipe Fratalone Racing. Il occupe actuellement le 9e rang du classement général avec 215 points. Son compatriote Evan Doe de l'équipe Boss Racing True North sera aussi de la partie. Classé 10e, il accuse un retard de 17 points sur Benham. Le Grand Prix Skidoo de Valcourt se tiendra du 13 au 15 février 2026. Le 3e vendredi de la 4e édition de Célébrons Ensemble se tiendra le 19 décembre à Actonville. Les festivités débuteront à 17h30 avec la parade de Noël qui prendra son départ au centre sportif pour se rendre jusqu'au parc Roger-Labrec. La population pourra ensuite rencontrer le Père Noël dès 18h30. La soirée se conclura à 19h avec un spectacle de l'humoriste Tommy Demers présenté sur scène au parc. Pour connaître tous les détails de la programmation de cette 4e édition, les citoyens sont invités à consulter le site de la ville d'Actonville. Et c'est complet pour cette dernière émission. En cette période des fêtes, je tiens à vous offrir en mon nom personnel ainsi qu'au nom de Kathleen McCullough et de toute l'équipe de bénévoles derrière TVME nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de sérénité pour Noël et la nouvelle année. Un immense merci à nos précieux collaborateurs, le Val-Ouest, Radio Acton et Cooptel pour leur confiance, leur engagement et leur contribution essentielle tout au long de l'année. Nous prendrons une courte pause pendant le temps des fêtes, mais soyez assurés que nous serons de retour en force dès le début janvier avec de nouvelles émissions et du contenu renouvelé. Vous serez en mesure de prendre de belles pauses apaisantes du froid de l'hiver grâce aux magnifiques prises de vue aériennes et en nature de l'émission Entre ciel et terre. Et de leur côté, les spécialistes de ressources humaines Julie Duhamel et Tania Boucher vous guideront au-delà du conflit, accompagnés de leurs invités pour des échanges humains éclairants et actuels. Et nous vous proposerons également une toute nouvelle saison de Sur la route du country, spécialement conçue pour tous les amateurs d'artistes de musique country locaux. Donc, merci de nous suivre et de nous soutenir. Et on vous souhaite de joyeuses fêtes à tous et à très bientôt en 2026.